Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence du cycle de conférences WhatsApp 2022. Euh, Bienvenue à cette conférence. Nous allons aujourd'hui parler de l'échographie et nous avons le plaisir de recevoir le docteur Mehdi Benchoufi à l'Hôtel Dieu de la PHP. Le docteur Félix Amiot a eu un souci personnel et ne va pas pouvoir se connecter aujourd'hui. Donc, nous allons avoir pour unique intervenant aujourd'hui le docteur Mehdi Benchoufi. Bonjour à Bonjour à toutes et à tous. tous. On se donne 2 à 3 minutes pour laisser rentrer les derniers participants. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'Invivox. Invivox, c'est une plateforme qui permet le partage de connaissances entre professionnels de santé, tout type à la formation de plus de 120 000 professionnels de santé en 2021 qui ont accédé à différents types de contenus de formation. Nous avons lancé donc ce nouveau format qui consiste en une quinzaine de conférences auxquelles nous avons invité des experts pour parler de 2022-2023, des grandes tendances, des attentes, des espoirs dans certains grands domaines. Aujourd'hui, nous sommes avec Mehdi Benchoufi. On se donne encore 1 minute et je vous rappelle les règles du jeu. Je vais passer la parole à Mehdi Benchoufi qui va nous parler donc des grandes tendances à venir. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct au docteur Benchoufi en utilisant soit le chat, soit l'icône qui s'appelle Q&A, et on ira piocher des questions qu'on posera directement à Mehdi Benchoufi. Les conférences à venir de la semaine, demain, on va parler de chirurgie plastique et reconstructrice avec le docteur Michel Ruiff, qui est chirurgien plastique dans le privé, et avec le docteur Barbara Hersan, qui est chirurgien reconstructeur à l'hôpital Henri Mondor à Paris. Et vendredi, on va parler d'un thème d'actualité, le Covid long. On aura le plaisir de recevoir le professeur Dominique Salmon de l'Hôtel Dieu à Paris, qui viendra justement nous parler de ce fameux Covid long et nous en dire un petit peu plus. Je vous propose, sans plus attendre, de passer le micro au docteur Mehdi Benchoufi pour un premier topo. Merci à toutes et à tous de votre participation à cette nouvelle conférence du cycle WhatsApp 2022. Et n'hésitez pas à poser des questions. Cette session, le but, c'est d'avoir un maximum d'interactivité aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Mehdi. On les relaiera et Mehdi y répondra en direct. Mehdi, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je te passe la parole. Merci à vous de cette invitation et salut Julien. Alors, moi je vais aborder un sujet qui est une tendance forte de 2022, c'est l'imagerie par voie échographique et notamment sur une modalité portable. Brièvement, je me présente. Je suis médecin de santé publique. Je travaille depuis quelques années à l'hôpital Hôtel Dieu, notamment aux interfaces entre nouvelles technologies et médecine, et donc traiter différents sujets autour de la blockchain et des essais cliniques, autour de la méthodologie de validation des algorithmes d'intelligence artificielle lorsqu'ils ont une vocation applicative en santé. Et par ailleurs, je suis mathématicien et lorsque les besoins s'en font sentir, je peux faire aussi du développement logiciel. Mon ADN de base est tout entier tourné vers l'imagerie et il y a quelques années, j'ai cofondé Ecopen, qui est un device ultra portable d'échographie et qui a la propriété d'être vraiment bas coût. Et donc, on est en train de le finir d'achever l'industrialisation dans la séquence réglementaire. J'y reviendrai. Alors, l'échographie est une modalité d'imagerie particulièrement intéressante en ce qu'elle est non invasive. Donc, quand on regarde les modalités d'imagerie dont on dispose aujourd'hui, un arsenal très large, les radiographies standards, les IRM, les scanners, les PET scans, etc., vous connaissez bien. Dans ce milieu-là,
d'outils qui permettent d'investiguer l'intérieur du corps, d'allumer de la lumière à l'intérieur du corps et regarder un peu ce qui s'y passe. Eh bien, l'échographie se distingue, donc je le disais, par la non-invasivité et par un élément qui est assez particulier, c'est que ce dispositif est miniaturisable. Et je vais partager rapidement l'écran. Alors, l'idée n'est évidemment pas de faire la promotion d'Ecopen, mais vous montrer à quoi ressemble une échographie portable et en quoi c'est intéressant, pourquoi c'est une tendance forte de 2022. Alors, partage d'écran. Si Julien, tu pouvais m'y autoriser, voilà, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, clac. Voilà, donc là, j'imagine que vous devez voir ce à quoi ça ressemble. Et donc, l'idée pour nous, c'est de traiter une problématique globale d'un moindre accès de la population en général dans le monde à l'imagerie médicale, à large, et de rendre accessible l'imagerie au moyen d'une technologie à ultrasons dont je viens d'indiquer tout l'intérêt. Et enfin, voilà à quoi ressemble une sonde portable. J'imagine que vous avez tous, d'une façon ou d'une autre, vu à quoi ressemble une machine d'échographie. Vous voyez, ces gros machins qui sont assez encombrants, qui coûtent cher, qui demandent une formation très avancée. Et on peut ramener en fait ces dispositifs à quelque chose de beaucoup plus compact. Alors, un point absolument déterminant, c'est que nous, on se consacre à ce qu'on appelle l'orientation diagnostique, c'est-à-dire traiter les deux questions de base de la médecine clinique. Quand un patient rencontre un médecin, où qu'on soit dans le monde, quel que soit le médecin, j'allais dire quelle que soit la médecine, on se posera deux questions, grave, pas grave, quel niveau de gravité de l'état du patient, et quels sont les organes touchés. Et donc, pour répondre à ces questions, pour orienter la réponse, eh bien, l'outil que nous proposons est un outil que vous voyez ici, qui est portable, connecté sur tout type de smartphone, en wireless, et qui offre une modalité d'investigation extrêmement commode. Alors, ce qui est important pour nous, c'est donc de l'orientation diagnostique, et au fond, on est une modalité de ce qu'on appelle l'échostétoscopie. C'est-à-dire que l'échographie étant une terminologie réservée à un acte de spécialité avec des praticiens particulièrement entraînés. Donc, on va faire de l'investigation tissulaire, on va vraiment caractériser finement les lésions à l'imagerie, là où nous allons nous consacrer essentiellement à faire du tri, à débroussailler un peu le terrain. Voilà pour la minute, on va dire, promotionnelle de ce que nous faisons, mais en fait, l'idée pour nous, c'est vraiment pour moi, c'est de vous sensibiliser à l'intérêt de cette imagerie. Alors, pourquoi c'est une grosse tendance de 2022 ? Alors, j'en reviens, quitte à être répétitif, c'est pas invasif, ça permet de faire du tri, c'est miniaturisable, et donc ça donne un outil qui est annoncé comme le stéthoscope du 21e siècle. On a fait, nous, dans notre communauté, une scoping review, donc on a analysé toute la littérature des 10 dernières années, et l'échographie portable, l'échographie clinique, l'échostéthoscopie, différentes modalités liées à un usage d'un device très compact, est largement documenté comme étant d'intérêt sur le plan médical, à un point tel que des revues, et d'excellentes revues, New England, JAMA ou Lancet, ont annoncé cette technologie comme étant tout à fait cardinale, et sous une terminologie là aussi plus ou moins marketing, quand on dit stéthoscope du 21e siècle, ou alors que ça va compléter le cinquième pilier de l'examen clinique, donc complétant les 4 piliers historiques, l'auscultation, la palpation, etc. Au fond, le caractère miniaturisé d'un device qu'on peut mettre dans sa poche, le caractère pas invasif qui fait qu'on peut l'utiliser sur tout le monde, et très simplement, et vraiment en toutes conditions dans les bonnes conditions de sécurité, ben on imagine tout de suite la polyvalence des usages. Et c'est ça qui ressort de la littérature, c'est ça qui ressort de l'usage des devices qui existent déjà aujourd'hui sur le marché. Et on pense que
ça devrait s'imposer comme étant un complément très utile à ce qui, au fond, n'a pas évolué depuis près de 200 ans, à savoir la médecine clinique dans ses fondamentaux, où on va utiliser ses mains pour palper, on va utiliser un stéthoscope, etc. Et donc là, avoir des moyens de tri plus fins. Et donc, je pense que c'est un élément décisif. Et par ailleurs, il y a une tendance assez globale dans plein de facs dans le monde, à Harvard, à McGill au Canada, ça arrive en Asie du Sud-Est, ça existe à l'état optionnel en France, où les étudiants sont formés à l'échographie dite clinique, comme moi et mes aînés avons appris à manipuler un stéthoscope. Donc c'est vraiment une tendance extrêmement intéressante et qui va, on l'espère, compléter avantageusement l'arsenal des praticiens. Alors, le deuxième point, et puis ensuite je rentrerai dans les cas pratiques et puis essayer de contextualiser sur le Covid. Le deuxième point qui fait que c'est une tendance très forte, et je vais aller au-delà de la modalité d'imagerie par ultrason, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, une sorte d'ouragan technologique qui est riche de promesses dans plein de domaines, d'assistance au diagnostic, d'assistance à la prescription, d'assistance à la conception de molécules thérapeutiques, de molécules chimiques. Hein, ça peut aller jusque-là, la prédiction sur pas mal de sujets. Et il se trouve que IA et images font très bon ménage. L'imagerie s'articule très bien avec une technique particulière de machine learning qu'on appelle les réseaux de neurones, enfin le machine learning par réseau de neurones, et en particulier ce dont vous avez peut-être entendu parler sous la forme de deep learning, donc où on fait des réseaux de neurones dits profonds parce qu'on entasse des couches de calcul. Il se trouve que ça marche donc très bien en imagerie, tant et si bien que depuis plusieurs années, en IRM, en scanner, c'est largement investigué, et depuis plus récemment, en imagerie par ultrason. Alors, pourquoi il y a eu un décalage? C'est que l'imagerie scanner IRM, c'est une imagerie, on va dire, séquentielle, par tranche, transversale, enfin, c'est assez bien systématisable sur le plan de l'implémentation algorithmique. L'imagerie par ultrason est complexe parce qu'elle est dynamique, elle permet de faire des recompositions volumiques, elle est idéalement analysée en temps réel s'il s'agit d'assister par exemple au geste, etc. Donc elle pose des problèmes assez particuliers dans le domaine dit de la computer vision. Et donc, il y a eu un petit décalage pour voir l'industrie, les startups s'intéresser à l'IA autour des ultrasons. Et ça arrive très fort. Donc, comme je vous le laisse imaginer, à la fois sur le plan matériel, c'est-à-dire des sondes miniaturisées portables, et à la fois sur le plan de l'IA, donc des outils d'analyse automatisée d'imagerie par ultrasons. Eh bien, la danse est emmenée essentiellement par la Chine et les États-Unis, et beaucoup par les États-Unis. Alors, néanmoins, on fait des choses en Europe. Donc, nous, par exemple, les Copen, on fait un device qui aura la propriété d'être 5 à 10 fois moins cher que ce qu'on trouve sur le marché. Et on est évidemment sur le sujet de l'IA sous différentes formes. Et dans le domaine de l'ultrason, les deux gros sujets d'intérêt, c'est comment accompagner le geste, permettre à un opérateur non formé d'aller trouver la zone d'intérêt, et puis par ailleurs, l'assistance diagnostique, qui est un domaine extrêmement vaste et qui donc permettrait de pouvoir indiquer à l'opérateur quelle est s'il y a lésion ou pas, et même caractériser les lésions. Alors, je parle de façon très générique, et ensuite, tout n'est pas développé en IA, en ultrason, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont portés aujourd'hui par l'industrie et les startups dans ce domaine-là. Si je force le trait un peu plus loin, et donc j'imagine Julien et moi-même, vous, 10 ans de plus, et on est à WhatsApp Doc 2032. Je ne vois pas aujourd'hui d'obstacle, on va dire, théorique certainement pas, d'obstacle d'ingénierie à ce qu'on puisse imaginer une solution avec un hardware extrêmement compact au point peut-être d'être une espèce de pastille que vous avez au bout des doigts, que
un patient, vous, moi, n'importe qui, puisse utiliser cette pastille sur une zone peut-être sensible, parce qu'on se plaint du ventre, on se plaint d'un mal de gorge, on a mal au dos, ce genre de choses, et que ce dispositif totalement miniaturisé puisse capter des informations au moyen de la modalité ultrason, que les informations aillent sur le cloud et qu'elles soient analysées avec une IA qui vous dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, où sont les lésions, et qu'éventuellement on devise d'une orientation d'une prise en charge. Donc ça veut dire que une modalité d'imagerie à disposition de tous est tout à fait envisageable. Euh, et encore une fois, voilà, ça sera mon antienne du jour, parce que deux éléments, alors je ne sais pas s'ils caractérisent ma connaissance de l'ensemble des modalités d'imagerie est pas assez, pas suffisante, je pense, pour être tout à fait définitif, mais à défaut de le caractériser, en tous les cas, elle est très singulière à la modalité par ultrason, c'est que c'est miniaturisable, et donc les efforts de miniaturisation peuvent aller jusqu'à avoir un gant, une pastille, un machin. Et par ailleurs, les progrès de l'IA vont faire, et ça je pense que c'est assez inéluctable, que la capacité de lecture, d'analyse d'images va être extraordinairement améliorée dans les 10 prochaines années. Et, et donc, disposer d'outils d'investigation extraordinairement performants. Est-ce que dans l'intervalle, il y aura d'autres modalités, d'autres types d'imagerie ou d'autres types d'analyse tissulaire, passant par des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'imagerie. D'ailleurs, même dans la modalité que je vous disais, sur un scénario 2032, au fond, on fait de l'imagerie sans image. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça, c'est un avenir tout à fait raisonnablement possible. Et je dois dire qu'il y a un embryon de mouvement dans ce sens-là, notamment en Israël, où il y a des startups qui commencent à s'intéresser notamment aux femmes enceintes, avoir des solutions pour avoir des éléments de réassurance sur la vitalité fœtale, des choses assez simples, mais qui commencent à exister. Et puis, on a été contacté nous-mêmes il y a quelques semaines par une start-up israélienne qui s'intéresse au problème de fertilité chez la femme, et qui voudrait mettre à disposition des femmes un dispositif d'échographie, un dispositif intravaginal, autopilote, qui prend exactement tous les repères et qui permet d'analyser exactement la situation donc sans l'intervention première, en tous les cas, d'un médecin. Ensuite, évidemment, une prise en charge qui devrait être mise en place. Mais donc, voilà, ce n'est pas de la science-fiction, ça va arriver. Et ça, je pense que c'est donc des tendances très fortes et assez enthousiasmantes de l'ultrason. Ensuite, un point j'en finirai par là, de contexte sur le Covid, et évidemment, vous m'arrêtez si vous avez déjà des questions sur ce que je viens de dire. Sur la partie Covid, je fais mention d'une étude qui a été menée à la PHP, avec aussi le CHU Strasbourg, CHU de Bordeaux, Melun, où on a montré l'intérêt de l'échographie de tri aux urgences chez les patients suspects ou atteints Covid. Donc, comme vous le savez, la maladie Covid, évidemment, elle est à la fois agressive pour les individus, mais elle est aussi une agression pour les systèmes sanitaires. Et une des grandes difficultés, c'est de traiter les flux. À un moment donné, dans les fameuses vagues, on a à traiter un volume de patients absolument stratosphérique, au point où on peut être en situation de risque de ne plus pouvoir prendre en charge les autres pathologies. Et avoir à disposition, en tout cas, tel qu'on a formulé l'hypothèse il y a 2 ans, à disposition un outil simple qui permette de dire est-ce que le poumon est atteint et à quel point il est atteint, quel est le niveau de gravité des atteintes pulmonaires. On pensait que l'échographie faisait le job. Dans un contexte un peu particulier où l'échographie pulmonaire n'a jamais été un standard, étonnamment. Les radiologues n'ont pas longtemps considéré que ce n'était pas une modalité tout à fait pertinente, et avec un raisonnement tout à fait on va dire, compréhensible, c'est que
poumon, l'air est une interface sur laquelle les ondes d'ultrasons vont rebondir. Donc, on va avoir à l'intérieur du poumon. Et puis, il y a eu des travaux dans le milieu des années 2000, français du reste, qui ont montré que lorsque le poumon est atteint, eh bien, les ultrasons peuvent se propager. On peut commencer à regarder un peu ce qui se passe. Et dans le cadre des atteintes dites interstitielles, donc dans le cadre du Covid pulmonaire, eh bien, on les voit plutôt bien. Et donc, on a montré que, d'une part, sur le fait de coter le niveau de sévérité d'atteinte pulmonaire, la sensibilité des ultrasons est assez proche de la sensibilité du scanner, avec tous les avantages relatifs à faire une imagerie par ultrason pour faire du tri. Et par ailleurs, prédictive de la survenue d'événements très péjoratifs pour les patients, et notamment l'hospitalisation en soins intensifs, le décès, etc. On a publié en préprint, on espère qu'on a soumis à une revue et on devrait voir le document accepté dans quelques semaines. Donc, c'est des processus longs à publier en médecine. Mais nous, en préprint, c'était important pour nous de partager ce que nous avions trouvé avec les collègues. Et du reste, qui nous a valu un contact avec l'OMS, sur la base de quoi ils ont établi des éléments de recommandation pour la prise en charge en imagerie des patients Covid. Et ils font mention de la modalité ultrason qui devait à l'époque encore trouver sa place, puisqu'on était parmi les premières études. Et puis, il y a une avalanche d'études qui sont tout à fait convergentes. Donc, on a là un outil qui est extraordinairement commode pour aller détecter, pour faire du tri de patients. Alors, je dois dire que un des éléments qu'on regardait aussi, c'était le niveau d'appropriation de l'outil chez ce qu'on appelait nous des néoformés, donc des gens qui n'étaient pas du tout aguerris à l'écho pulmonaire, donc des internes, moi-même qui suis médecin de santé publique, donc qui n'avais pas vu de patient depuis un moment. Et en fait, ça se passe plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en moins d'une heure, on est capable à peu près de manipuler le device et de faire une échographie, en tout cas, juger de la présence de lésions, indiquer la gravité. C'est tout à fait du ressort d'une formation rapide, mais voilà, dans notre étude, les résultats étaient très préliminaires, selon une méthodologie, c'était pas le centre de notre propos de nous intéresser à ça, donc il nous appartenait de la rendre plus robuste. Et d'autres travaux subséquents ont été effectués ces dernières années à ce sujet, et qui laissent penser que, au fond, on a là un outil dont le niveau de formation pour traiter spécifiquement de la question tri de patients Covid est tout à fait raisonnablement accessible. Alors, est-ce qu'il faut 1 heure, 2 heures, une journée? C'est pas tout à fait clair encore, mais honnêtement, nous, pour ce qui était mon expérience, on va dire empirique, vraiment l'outil était tout à fait simple à prendre en main. Donc, je parle sous le contrôle ici présent, peut-être de radiologues, ou parmi nos téléspectateurs futurs, de gens qui pourront à la fois documenter, préciser ce qu'on dit. Mais voilà, on a un outil qui est extraordinairement utile, je pense, partant de crise où on doit faire de la médecine un peu de catastrophe et de la médecine de tri. Voilà pour vous donner une idée at large de l'intérêt de la techno, des prospectives, une fois de la techno augmentée d'intelligence artificielle, de son utilité dans le cadre du Covid. Et peut-être pour dire un dernier mot de fin, citer les travaux qu'on mène aujourd'hui avec la collégiale de radiologie de la PHP, la PHP au sein de laquelle on a développé Ecopen, et puis la PHP est partie prenante d'Ecopen du reste. On mène donc un travail pour aller regarder quelles sont toutes les cibles d'intérêt par organe qui pourraient faire l'objet d'une orientation diagnostique par un dispositif portable. Donc voilà, ce travail est en cours. Alors, il y a une vaste littérature aujourd'hui, et on essaie aussi d'avoir le feedback des professionnels les plus experts en ce domaine, à savoir les radiologues, pour cibler encore plus précisément nos usages. Voilà. Merci infiniment, Mehdi.
Je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez en direct à Mehdi, hein. Alors, pour poser des questions, rien de plus simple. Vous pouvez passer par l'icône discuter ou bien par l'icône Q&R et on passera les questions directement à Mehdi. Mehdi, peut-être une première question qui est posée. Alors, c'est une question d'actualité puisqu'on est en train de vivre en France une cinquième vague, hein, comme dans beaucoup de pays. Est-ce que les centres d'urgence sont déjà équipés justement d'échographes portables pour faire du tri, comme tu l'as précisé en amont? Alors, les centres typiquement avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au sein de la PHP sont des centres d'urgence avec des urgentistes qui sont formés à l'échographie et qui l'utilisent aujourd'hui, pardon pour l'anglicisme, mais de façon, c'est un no-brainer pour eux. Ça fait partie vraiment de l'arsenal qu'ils utilisent pour prendre en charge au global les malades, et en particulier pour la partie Covid. Donc, on va dire que pour les urgentistes, alors qui à la PHP sont assez pionniers dans ces domaines, ça se fait. Aujourd'hui, l'échographie a été intégrée dans les modules de formation des urgentistes. Donc, c'est en train de diffuser largement dans les pratiques, dans les différents services d'urgence. Ensuite, la disponibilité des outils est ce qui a fait un peu problème. Donc, il n'y a pas forcément d'échographe disponible. Quand les échographes le sont, c'est des grosses machines qu'on se partage avec toute l'équipe. La machine, il faut l'allumer, elle met du temps à démarrer, etc. Et nous, notre affaire, c'est précisément de mettre à disposition un dispositif qui est dans la poche de chacun des praticiens pour l'ordre de prix de pas loin d'un stéthoscope. Et donc, je pense que les urgentistes sont acclimatés à cela. Pas mal d'entre eux l'utilisent. Et ensuite, il y a une question de disponibilité de ces sondes sous leur forme miniaturisée. Je pense que si Félix Amiot était ici, justement, il vous proposerait les différentes formations, hein, qui sont proposées aujourd'hui à l'échographie portable et à la lecture aussi dans différents domaines, hein. Vous les trouverez facilement, ces formations, pour ceux qui recherchent des formations, soit auprès de Félix Amiot, soit auprès de Lucie Beylac, hein, qui ont développé depuis des années justement des formations de très grande qualité sur ce sujet-là. Absolument. Alors, je vous invite, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions en direct. Je récupère une autre question sur la place de l'Europe vis-à-vis des deux autres grandes puissances actuelles, les États-Unis et la Chine, justement sur l'utilisation de l'échographie portable. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce que ça se développe concomitamment sur les trois continents? Alors, écoutez, je ne sais pas exactement ce qui se passe en Chine. Ensuite, sur le plan industriel, les grands acteurs sont essentiellement américains, chinois. Alors, on a évidemment Philips, Siemens, etc. Siemens n'est pas positionné sur cela. Et Philips a une modalité d'imagerie portable, échographique portable, avec une très belle sonde du reste, chère, mais une sonde qui fait le taf, enfin, qui fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, si vous voulez, si on regarde la dynamique startup, c'est incomparable. C'est littéralement incomparable. D'abord parce que, enfin, et je rassemblerai les dynamiques à la fois matérielles, c'est-à-dire de boîtes qui développent les outils hardware, et en général qui font de l'IA aussi, et puis des boîtes qui ne font que de l'IA autour des ultrasons. Et là, il y a un décalage majeur, un décalage à la fois en termes de nombre de startups et un décalage en termes d'intensité capitalistique. Pour vous donner une idée, si on regarde les différents moments de la croissance d'une boîte, le moment où on fait une première levée, comme on dit un peu Friends and Family, où au fond on a une esquisse de dispositifs fonctionnels, moment où on a un proof of concept, le moment où on a un device pré-industrialisé, le moment où on a un device industrialisé, les rapports des levées à ces différents moments clés pour une boîte, c'est pas 1 à 2, c'est pas 1 à 10, c'est 1 à 100 dans ce domaine. C'est-à-dire que vous donnez un concurrent
aux États-Unis. Je crois à J0, la levée, c'est 30 millions. Là où à J0, je pense qu'on devait être à 30 000, je pense. Je sais pas, non, peut-être un peu plus, 100 000, je sais pas. Et là, cet été, on est à peu près à la même maturité. Il n'y a pas encore l'autorisation d'être sur le marché, d'accès au marché. 220, 230 millions. Et donc, la grosse start-up, plus vraiment une start-up aujourd'hui, qui est née en 2015 et qui est sur le marché depuis 2 ans et aujourd'hui valorisée plus de 2 milliards. Levé sur la R&D 100 millions, puis ensuite 220 millions, puis ensuite IPO à 800 millions. Enfin, voilà, c'est des décalages qui sont. Je veux dire, un décalage d'un facteur 2 est déjà sensible, je pense, pour une boîte, mais un facteur 100, c'est assez extrême. Ensuite, il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est observer comment la réglementation ou le niveau d'exigence relative entre la FDA et le marquage CE ont évolué. Le marquage CE, il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur au mois de mai et qui fait suite à toute une série de scandales qui ont émaillé aussi l'histoire de développement de la medtech ces dernières décennies. Et donc, un tour de vis, évidemment, tout ça au bénéfice de la sécurité des patients. Bon, sur la partie FDA, c'est moins exigeant, et donc ça veut dire qu'un accès à un marché aussi plus rapide, etc. Donc, au total, en Europe, il y a un décalage très, très net. Très, très net par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Ensuite, je ne suis pas assez au fait de ce qui se passe en Chine, mais il y a des boîtes qui produisent des devices de moins en moins chers et avec une capacité de prod qui est énorme, une sensibilité à des problématiques, on va dire, coûts, problématiques d'approvisionnement, etc., qui est moindre en Chine, puisque c'est quand même l'usine de notre monde, telle qu'on l'a organisée dans une mondialisation, paraît-il, heureuse. Voilà, une énorme dépendance par rapport à la Chine et par ailleurs, donc un avantage comparatif d'autant plus prononcé pour les boîtes qui s'y développent, les boîtes, je veux dire, autochtones. Merci Mehdi. On a une autre question. Tu en as parlé au départ. Là, c'est une projection dans les 3 prochaines années. Tu as parlé de l'utilisation du stéthoscope. Est-ce que l'échographe portable deviendra le stéthoscope de tous les généralistes et même plus d'ici 2 à 3 ans? Alors, 2 à 3 ans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a une tendance de fond. Je ne vois pas. C'est toujours très difficile de se livrer à un exercice d'anticipation en médecine. Et puis, quand on regarde un peu le spectacle que la communauté médicale a pu donner aussi ces dernières années, je pense que tout ça, il faut prendre avec énormément de prudence, de recul. Mais ça fait partie des options, je pense, raisonnables. De se dire qu'on a quand même là des outils qui permettent de dégrossir ce qui se passe pour un patient avec des outils quand même un peu moins rudimentaires que palpaire malade. Alors tout ça, évidemment, est important. La clinique, c'est essentiel, etc. Mais d'ailleurs, ça fait partie de la clinique. Ça apporte des signes supplémentaires, ça apporte des éléments supplémentaires aux praticiens pour mieux prendre en charge les malades. Donc, à mes yeux, je pense que c'est incontournable. Voilà, je pense. Maintenant, comment les choses vont se faire exactement, je ne sais pas. À 2 ans, je pense que c'est quelque chose de plutôt optimiste, mais qui a un mouvement vraiment croissant et positif dans ce sens-là. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Peut-être une question qui digresse un petit peu, mais Ecopen a été le premier à bénéficier d'un investissement de AP Innov. Hein. C'est une grande première en France qu'un hôpital justement public investisse dans un projet qui est justement mené par un médecin de la PHP. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors nous, on s'est créé il y a bientôt 6 ans au sein de la PHP, l'hôpital Hôtel-Dieu. On était sous la forme d'une communauté. Et la PHP nous avait mis à disposition des locaux et on a pu croître et se développer en très étroit partenariat avec la paix et avec tout ce que sait faire la paix,
à la fois au plan médical, on a pu bénéficier d'une remarquable expertise, mais aussi sur des aspects aussi un peu stratégiques, de se projeter sur la suite, notamment en termes réglementaires, en termes de validation clinique. Donc, on a eu un écosystème tout à fait essentiel à notre développement. Et je dois dire que l'AP, en fait, a pu rentrer au capital formellement il y a quelques mois, mais néanmoins, depuis la création de l'entreprise, donc on a pris cette communauté et on l'a mise dans un véhicule, elle s'est établie dans un véhicule industriel. L'AP portait depuis J0 des parts, le temps que, sur le plan, on va dire, des processus formels, ils puissent intégrer complètement la boîte. Donc, de toutes les façons, ils avaient des parts. Et en plus, ils ont choisi d'investir, ce dont on se réjouit. Et enfin, la PHP, c'est aussi un écosystème remarquable en termes de données. Et ça, c'est tout l'effort qui a été fait ces dernières années pour établir un entrepôt de données de santé qui n'a pas son équivalent, je crois, en Europe. Peut-être même que c'est l'entrepôt le plus vaste au monde. La PHP, c'est quand même 10 000 praticiens, c'est 20 000 paramèdes, c'est 49 hôpitaux, donc c'est gigantesque. 39, pardon, hôpitaux, c'est gigantesque. Et c'est une production incessante de données qui sont remarquables de valeur. Donc, on les a en volume et on les a en qualité de label, ce qu'on appelle techniquement qualité de label, c'est-à-dire qu'elles sont correctement documentées. Quand on dit que c'est une maladie, c'est effectivement cette maladie qui est celle qu'on peut lire depuis l'analyse des données. Et donc ça en fait un environnement absolument idéal pour développer de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une des modalités de co-développement avec la PHP qu'on met en place. Merci Mehdi encore de répondre à toutes ces questions. Je ne vois plus d'autres questions qui me sont envoyées. Est-ce qu'on te laisse le mot de la fin Oui. Oui, écoutez, en tous les cas, moi, je me réjouis de vous avoir présenté, d'avoir esquissé en tous les cas à grande ligne l'intérêt de l'échographie clinique. Je pense que ça porte énormément, à mes yeux, d'espoir très réaliste en termes d'amélioration de la prise en charge des patients, parce que l'examen clinique, c'est un moment clé. C'est un moment où on va deviser de toute la suite pour le patient et pouvoir permettre aux praticiens de faire ça correctement, leur donner davantage d'informations pour que eux qui sont au fond les pilotes de la prise en charge puissent le faire dans les bonnes conditions. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important aussi pour les paramédicaux qui peuvent, alors en France, depuis début 2021, faire des actes d'échographie. Et bon, c'est le cas dans plein de pays, notamment de culture, on va dire, plus anglo-saxonne. Donc, c'est là aussi toute une série de gestes que vont pouvoir réaliser ces praticiens. Donc, je pense que c'est un outil d'empowerment. Je ne sais pas comment on le traduit en français, d'encapacitation ou quelque chose comme ça, mais et au bénéfice des malades. Au-delà de cela, donc ça, c'est des choses dont je pense que c'est immédiatement accessible. Et puis, il y a toutes les perspectives qui sont ouvertes aujourd'hui en termes de développement d'IA. Et là aussi, je pense, assez immédiatement opérationnel, puisque les technos d'IA en santé, en imagerie marchent bien. Et donc, on peut assez rapidement développer des outils qu'on peut utiliser en pratique sans que ce soit, sans qu'on se renvoie à des horizons un peu plus lointains. Et donc, on est là au carrefour de à la fois la médecine clinique, on va dire, comme disent les informaticiens, bas niveau. Donc, on est au plus proche du malade, on le palpe et on a une sonde avec soi et tout ça se complète bien, à quelque chose de plus, on va dire, sophistiqué avec des outils d'assistance. Et c'est vraiment, je pense, un complément qui agit aussi sur le plan de la pointe de l'innovation. Et donc, on a là quelque chose qui, me semble-t-il, est de l'ordre d'une révolution médicale. Si les sondes tiennent leurs promesses et si les praticiens s'en emparent.
Merci beaucoup, Mehdi. Merci infiniment pour cette conclusion. Peut-être on a une dernière question, si on peut encore te garder Oui, 3 minutes. C'est une question bien de sûr. Greg sur l'échoscopie. Est-ce que Oui. l'échoscopie sera codifiée en acte CCAM comme une échographie dite classique? Alors, nous, on est très militants de la non-cotation de l'écho. Pour nous, on fait un coup d'écho comme on fait un coup de stéto. J'en profite pour insister de nouveau sur le fait que, au fond, dire les choses de façon à ce qu'elles soient facilement compréhensibles, on est un échographe miniaturisé, mais en fait, l'acte médical, c'est un acte d'orientation diagnostique. Et donc, l'orientation diagnostique, on rentre effectivement dans ce champ de l'échoscopie ou de l'échocystoscopie, et on estime que ça doit vraiment rentrer dans des choses très élémentaires dans la pratique quotidienne. On estime que tous les étudiants devraient être formés, utiliser ça de façon très routinière. C'est notre point de vue. Merci infiniment, Mehdi. Merci à tous les Merci participantes à et les vous, merci de votre participants. attention. Le cycle de conférences WhatsApp 2022 continue cette semaine, puisque demain, nous recevrons le docteur Michel Ruiff et le docteur Barbara Hersan de Henri Mondor pour nous parler de l'avenir de la chirurgie plastique et reconstructrice. Et vendredi, nous recevrons le professeur Dominique Salmon de l'hôpital Dieu de la PHP pour nous parler d'un thème d'actualité, le Covid long. Vous êtes déjà plus de 600 inscrits à cette conférence. Les places sont illimitées, c'est tout l'intérêt de ces webinaires, donc n'hésitez pas à faire passer le mot. Et je vais terminer en musique en vous souhaitant également un bon appétit et en remerciant, merci infiniment Mehdi Benchoufi d'avoir pris le temps Merci à vous, de merci à ce vous tous topo et d'avoir de votre répondu à toutes nos invitation. questions. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Je clôt cette session et à demain pour ceux qui nous rejoindront sur la conférence de la chirurgie plastique et reconstructrice.